Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble dans cette vidéo un scénario dans lequel la France pourrait potentiellement être en défaut de paiement. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces dernières années, donc je pense que c'est intéressant de l'étudier, de le survoler. Je dis survoler parce que bien sûr on ne va pas rentrer dans les détails d'un point de vue macroéconomique. On va seulement survoler le sujet, essayer d'étudier un scénario, voir ce qui pourrait se passer, mais ça reste de l'ultra vulgarisation, donc à prendre avec des pincettes. Déjà, première chose que je tiens à rappeler, parce qu'il y a beaucoup de médias qui en jouent, on n'analyse pas un chiffre tout seul, hors contexte. Il faut toujours le ramener dans un contexte et essayer d'avoir des points de comparaison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend beaucoup parler en ce moment, oh là là, la dette française, voilà ici, 3 300 milliards, c'est énorme, mais ça veut rien dire 3 300 milliards. Bien sûr qu'à l'échelle d'un individu, c'est une somme colossale, mais il faut la ramener dans un contexte. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la production du pays, donc par rapport au PIB, qu'est-ce que ça représente par rapport à la dette des autres États, etc., etc. Je ne dis pas que la dette de la France n'est pas élevée, hein, mais je dis que pour l'étudier, il faut un point de comparaison, il faut un contexte, et on ne sort pas un chiffre comme ça à bateau. Donc quand vous voyez un média qui vous sort juste le chiffre et qui ne le remet pas en contexte, vous pouvez swipe de chaîne ou de radio, tout ce que vous voulez, vous pouvez être sûr qu'ils abordent pas le sujet de façon sérieuse. Donc aujourd'hui, la dette française, elle est à un peu plus de 110% du PIB. Donc ça veut dire qu'on est plus endetté que ce qu'on produit annuellement en valeur ajoutée. Je rentre pas ici dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo, mais dites-moi en commentaire si c'est des sujets que vous souhaiteriez que je traite plus en profondeur. Mais voilà, on peut voir qu'on a atteint un pic en 2020, bien sûr suite à la crise Covid, et qu'on est dans une petite pente euh, descendante, décroissante, depuis ces 5 dernières années. Et on devrait avoir de nouveau une petite hausse sur le bilan 2024 qu'on n'a pas encore, là c'est une estimation, par rapport à l'année 2023. Mais voilà grosso modo où on en est par rapport à notre dette en pourcentage du PIB. Je rappelle que dans le traité de Maastricht, qui est le traité un petit peu fondateur de l'Union européenne en 1992, que dans les règles à suivre d'un point de vue économique des pays membres de l'Union européenne, on n'est pas censé dépasser 60%. Bon, on est français, on n'aime pas trop les règles, on l'a pas trop respecté. Mais voilà, on va pas s'attarder sur le sujet ici. Ensuite, la dette publique, ce qui est intéressant de regarder, c'est qui est-ce qui la détient. On entend souvent parler dans les médias que notre dette c'est pas grave parce que le Japon c'est un pays qui se porte globalement bien, qui est endetté à plus de 200% du PIB. Donc voilà, nous 110% c'est pas grave. Oui mais non, parce que la différence entre nous et le Japon, c'est que le Japon il est souverain d'un point de vue de sa dette, c'est-à-dire que il doit de la dette à lui-même. C'est-à-dire que les détenteurs de la dette japonaise, c'est les Japonais. Donc quand on est endetté auprès de soi-même, il n'y a pas de risque de crise de confiance, du moins beaucoup moins. Là où nous, on peut voir qu'aujourd'hui, on est endetté à hauteur de 53% auprès de non-résidents français. C'est-à-dire qu'on est dépendant à ce que 53% des détenteurs de notre dette soient potentiellement prêts à la rôler, c'est-à-dire est-ce que quand on doit la rembourser, un État ne rembourse pas ses dettes ou quasiment jamais, il la rôle, c'est-à-dire qu'il réemprunte pour rembourser sa dette et qu'il ne rembourse que les intérêts à chaque fois. Sauf que si 53% des détenteurs sont des étrangers, bah il faut soit, quand les dettes de ces étrangers arrivent à échéance, pousser les Français à acheter de la dette française pour qu'on s'endette de nouveau auprès de nous-mêmes, soit donner envie à ces 53% de détenteurs étrangers de racheter de la dette française lorsque leur dette arrive à échéance. Donc il y a une potentielle crise de confiance qui fait qu'on est dépendant à ce que des étrangers acceptent de renouveler de la dette dans le futur. Donc déjà là, c'est un point important à souligner, plus de la moitié de la dette appartient à des étrangers. Ensuite, quelle est la charge de la dette, c'est-à-dire le niveau d'intérêt que doit supporter l'État français pour rembourser sa dette. Vous pouvez voir sur ce graphique en rouge la dette française. Donc on voit que le graphique remonte à 1996 et que depuis cette date, la dette est dans une pente croissante. Elle ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre plus de 100% du PIB, comme on voit ici, puisqu'on est aujourd'hui à des niveaux au-dessus de 110%. Mais on voit qu'à contrario, la charge de la dette et donc les intérêts par la même occasion
sont en diminution depuis cette même période. Donc en fait, on emprunte plus, mais ça nous coûte moins cher. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. On voit ici que depuis 2020, on a eu une augmentation du coût de la dette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu une forte inflation que vous avez vécue au travers de vos courses dans les supermarchés, etc., suite à la crise Covid, la guerre en Ukraine, etc. Donc voilà, pour plein de raisons, d'effets de chaîne, il y a eu une forte inflation, de l'ordre de 6-7% en France, si je ne dis pas de bêtises, qui fait que quoi? Qui fait que pour essayer d'enrayer cette inflation, la Banque centrale, qui nous est la Banque centrale européenne, donc encore une fois, on n'est pas souverain là-dessus, a décidé d'augmenter les taux pour freiner la croissance et freiner par la même occasion l'inflation. Encore une fois, c'est de l'ultra-vulgarisation, mais c'est l'idée. En augmentant les taux, on freine la croissance, on freine la production, etc. En freinant tout ça, on freine l'inflation pour revenir à des niveaux beaucoup plus supportables. Et la target, donc la cible de la Banque centrale européenne, c'est une inflation autour de 2%, qu'on estime être une bonne inflation, pas trop peu pour rentrer en déflation, pas trop élevé pour que ce soit supportable et que les salaires puissent suivre. Donc 2%, c'est OK. Donc en augmentant les taux d'intérêt de la Banque centrale, ça fait suivre les taux d'intérêt bancaires, les taux d'intérêt obligataires, etc. Donc on a un coût de la dette qui augmente, comme on peut le voir ici, et on a de nouveau entamé une petite pente décroissante de ce coût de la dette, qui normalement, d'après les derniers chiffres macroéconomiques, devrait continuer à diminuer parce qu'on a une faible croissance en Europe qui fait que, notamment en Allemagne, qui est même en récession, qui fait que la Banque centrale a intérêt à baisser ses taux pour de nouveau stimuler la croissance. Donc on devrait continuer à avoir cette courbe de charge des intérêts et des intérêts au sens large qui devrait continuer à diminuer. On peut le voir ici, ça c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne depuis sa création, et on peut voir qu'on est dans une pente descendante, alors qu'on avait eu à partir de 2022, donc guerre en Ukraine, une grosse augmentation de ces taux qui étaient passés de 0%, tout simplement, donc de l'argent gratuit, à des taux à 4,5%. Donc 0%, les États avaient tout intérêt à emprunter puisqu'ils empruntaient pour certains, notamment pour la France, à intérêt négatif. C'est-à-dire que on les payait pour emprunter. Ils empruntaient 100 pour rembourser 99, quoi. Donc pourquoi ne pas emprunter dans cette situation? Ce qui a aussi participé à la hausse de la dette des États. Et si je compare, hop, vous avez donc en bleu les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et en rouge l'inflation, là vous pouvez voir que il y a une corrélation entre les deux. Voilà, ici on augmente les taux, on a une hausse de l'inflation, on baisse, on a une baisse de l'inflation, la hausse de l'inflation, hausse des taux, baisse, baisse, hausse, hausse, baisse, baisse, là ok on est flat. Ici, hausse de l'inflation en rouge, on suit avec une hausse des taux en bleu, ok. Et là on peut voir que l'inflation a bien diminué, et donc la Banque centrale européenne est en train de gentiment baisser ses taux. Et donc là, vous comprenez la logique de politique monétaire qu'applique la Banque centrale européenne. Maintenant, le problème qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, la Banque centrale européenne est obligée d'augmenter drastiquement ses taux car il y a une crise qui fait que l'inflation explose, qu'on rentre soit dans une très grande inflation, soit voire dans une hyperinflation. Donc la Banque centrale européenne explose ses taux à la hausse, ce qui fait que les dettes d'État coûtent beaucoup plus cher et que donc la charge de la dette qu'on a ici explose. Sauf que si la charge de la dette elle explose, comment l'État fait pour rembourser ses emprunts? C'est là qu'est tout le problème. Donc en fait, la grande difficulté, c'est que, on n'est pas souverain d'un point de vue de notre dette, donc il peut y avoir une crise de confiance qui fait que les États étrangers, enfin les acteurs des États étrangers ne veulent plus nous prêter. Ensuite, on a une charge de la dette dont on n'est pas souverain, puisqu'on n'est pas souverain de ces taux d'intérêt de banque centrale, puisque la banque centrale, elle est européenne. Donc elle doit faire selon la situation économique de tous les pays européens. Mais on a des situations économiques différentes. Si demain l'Allemagne a une situation, ce qui est peu probable, mais qui fait qu'on a besoin de baisser les taux et que nous on a besoin qu'ils montent ou inversement, et qu'est-ce qu'on fait? On coupe la poire en deux et on fait tout à moitié, du coup ça marche pas. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Qui pourrait mettre les États européens dans une grande difficulté. Et donc voilà, le gros problème que pourrait rencontrer la France à l'avenir, ce serait qu'on augmente les taux suite à une forte inflation. Vous pouvez voir par exemple dans le passé,
Attendez, ça charge. Si je vais voir les données économiques de la France d'un point de vue de l'inflation, alors j'ai beaucoup de pages ouvertes, désolé, ça bug pas mal. Price, inflation, hop hop hop. Donc là, on voit que dans les 5 dernières années, on est monté jusqu'à voilà, 6-7%. Mais si je regarde dans le passé, c'est rien par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. On a vécu des taux d'inflation à plus de 10, quasiment 15%. Même plus de 15% dans les années 60. Alors oui, ces périodes-là, elles étaient, euh, elles étaient propices à une forte croissance économique, ce qui fait que l'inflation, dans ces cas-là, est moins problématique. Néanmoins, on ne peut pas exclure qu'il y a une possibilité que l'inflation augmente, notamment s'il y avait, par exemple, une crise énergétique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à ChatGPT. Alors voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant de lui poser la question. Penses-tu qu'il est possible que la France fasse faillite en cas de crise énergétique majeure? Parce que l'énergie, c'est un gros problème puisque ça impacte tous les secteurs d'activité. Puisque si demain vous avez un prix du gaz ou du pétrole qui explose, toutes les industries en sont quasi dépendantes parce que l'industrie, il lui faut de l'électricité pour produire, le transport, il lui faut du pétrole, etc. Et donc l'économie étant interconnectée, il y aurait une hausse générale du niveau des prix. Du moins, il est probable qu'il y ait une grosse inflation s'il y avait une crise énergétique, comme on a pu le voir pendant les chocs pétroliers à l'époque. Et donc, qu'est-ce que me répond ChatGPT? Qu'un État peut pas faire faillite. Il nous explique voilà que ça se passe pas comme ça. Il peut être en défaut de paiement, mais c'est pas une faillite comme une entreprise ou un particulier. Ok. Les effets d'une crise énergétique majeure. Récession économique. Une énergie trop chère ou une pénurie freinerait l'industrie et les services, entraînant une chute du PIB. Sauf que je vous rappelle que la dette, on la calcule en pourcentage du PIB. Donc si le PIB diminue, la part de la dette dans la croissance économique, du moins dans la part de production de l'économie, explose, puisque le PIB diminue. Excusez-moi. Inflation galopante. Si les coûts de l'énergie explosent, les prix des biens et services suivent, réduisant le pouvoir d'achat et augmentant la pression sur les finances publiques. Aides sociales, subventions, etc. Suivi d'une crise budgétaire, l'État devrait emprunter davantage pour financer ses aides et subventions, ce qui alourdirait la dette. Sauf que je vous rappelle qu'on est dépendant, que 53% potentiellement de détenteurs de la dette ne sont pas résidents français et donc souhaitent bien rôler la dette, donc souhaitent bien emprunter de nouveau des dettes françaises. Sauf que si leur propre pays, puisque l'économie est mondialisée, elle est interconnectée, si leur propre pays est en difficulté, on peut imaginer qu'ils préfèrent réinjecter l'argent du remboursement de la dette française dans leur dette locale ou dans une dette plus attrayante ou dans une économie avec moins de difficultés, puisqu'un PIB qui diminue, c'est une économie qui fait peur, c'est une économie moins attrayante. Donc voilà, il y a une potentielle crise de confiance qui planerait au-dessus de l'État français. Ensuite, la fuite des investisseurs, ça rejoint ce que je disais. Si les marchés jugent que la France est incapable de rembourser sa dette ou que l'économie s'effondre, ils pourraient exiger des taux d'intérêt très élevés, rendant l'emprunt insoutenable. Donc voilà. Peut-on alors parler de faillite? L'État pourrait augmenter les impôts, bon, super quand on sait qu'on est l'un, voire le pays le plus taxé du monde, ou réduire les dépenses publiques, d'accord? La BCE, donc Banque Centrale Européenne, dont on n'est pas souverain, je le rappelle, puisqu'elle est gérée par l'Europe à Francfort, pourrait acheter de la dette française pour éviter un effondrement. Là, on est dans le scénario un peu catastrophe, où on a besoin que la Banque Centrale intervienne, ce qu'elle n'est supposée pas censée faire, mais bon, on peut imaginer que dans ce cas-là, elle intervienne. Des réformes structurelles pourraient être mises en place pour restaurer la confiance des marchés. C'est ce qui avait été fait avec une politique d'austérité où voilà, on coupe les dépenses publiques, vraiment on se met dans une situation de crise majeure. C'est ce qu'avait vécu la Grèce pendant la crise de la dette européenne. Ensuite, scénario extrême, la sortie de l'euro et l'hyperinflation. Si la France ne trouve plus d'acheteurs pour sa dette et que la BCE refuse d'intervenir, elle pourrait être tentée de quitter l'euro pour émettre sa propre monnaie et financer ses déficits. Cela pourrait provoquer une perte de confiance totale, une fuite des capitaux et une hyperinflation à la manière de l'Argentine ou du Venezuela. Bon, ne nous le souhaitons pas, ces cas-là, c'est vraiment des cas extrêmes de ces dernières décennies. Ce dont j'avais oublié de parler dans la vidéo originale et qui est très important, donc j'ai réenregistré pour vous parler de ça, c'est que voilà, si je vous le montre en graphique, bon, nous c'est vraiment la France qui nous intéresse, mais ça permet de comparer la charge d'intérêt de la dette publique en France en pourcentage du PIB, toujours parce qu'on compare avec quelque chose.
on voit qu'en 97, il fallait à peu près 3,5% du PIB pour rembourser les intérêts de la dette publique. Là où aujourd'hui, on est à un peu moins de 2%. Donc on a beau avoir eu une dette extrêmement croissante, voilà, qui n'a cessé de croître durant ces 30 dernières années, bah, la charge de cette dette a diminué parce que les intérêts ont baissé. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant puisque je vous le rappelle, un État n'a pas vocation principale à rembourser sa dette puisqu'il peut la rouler. Puisque d'un point de vue théorique, un État, contrairement à un particulier, n'a pas de durée de vie. Il est censé pouvoir survivre des centaines, des milliers d'années, même si c'est théorique, on sait très bien qu'un jour il y aura une fin, mais vous comprenez l'idée. Néanmoins, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est si les intérêts augmentent de façon très significative, qu'est-ce qu'il se passe? Jusqu'où peut aller la charge d'intérêt en pourcentage du PIB, sachant en plus que s'il y a une forte inflation et qu'il y a donc hausse de taux de la BCE, il est probable que le PIB diminue, donc que la base qui nous sert, le dénominateur qui nous sert à calculer ce ratio est diminué, donc sans même augmenter la dette, que ça fasse augmenter la charge d'intérêt. Donc vous voyez la spirale très vicieuse qui nous guetterait dans ce genre de situation. Donc c'est vraiment euh, à prendre avec beaucoup d'intérêt et à étudier. Ensuite, par nature, les dépenses de l'État en 2025, donc là, suite au projet de loi de finances qui vient d'être acté, la charge de la dette, elle représente environ 7% des charges, des dépenses globales de l'État d'un point de vue de son budget, avec un budget de 55 milliards d'euros. Donc vous voyez, 55 milliards, c'est ce qu'on lâche cette année pour rembourser les intérêts, dont la moitié à des acteurs étrangers, donc banques, fonds d'investissement, fonds de pension étrangers, pour leur rembourser les intérêts de la dette qui nous reste à rembourser. Donc, qu'est-ce qu'il adviendrait si demain les taux doublent et qu'on roule notre dette à 10%? Imaginons. Qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'on est dans un scénario où on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, voire aucune, puisqu'on est déjà endetté à plus de 110% du PIB, on est déjà dans un déficit structurel d'un point de vue budgétaire, c'est-à-dire que chaque année on dépense déjà plus que les recettes de l'État. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on ferait? On serait obligé d'appliquer potentiellement une politique d'austérité avec une baisse, une réduction significative des dépenses de l'État. Donc on pourrait imaginer une baisse des retraites, une baisse des remboursements de santé, une baisse du chômage ou tout simplement un arrêt de ces aides pendant une certaine durée. Sauf à côté, on aurait une augmentation d'impôts, sauf que le système social français repose sur la redistribution. Donc si on prend aux gens de plus en plus, sachant que c'est déjà très élevé, mais que de l'autre côté, on leur diminue leurs droits, ce qui se passe depuis plusieurs décennies à peu près en France, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pas vers une guerre sociale, c'est plein de choses à prendre en considération qui sont très intéressantes à étudier et qui font que ce sujet est à prendre à cœur et à ne pas prendre à la légère surtout. Conclusion, une crise énergétique majeure pourrait sérieusement fragiliser l'économie et les finances publiques françaises au point de créer une récession et une crise de la dette. Cependant, grâce aux outils de la BCE et aux mécanismes de soutien de l'Union européenne, une faillite totale est peu probable. Donc voilà, c'est ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Le but, c'est vraiment pas de crier sur tous les toits que c'est la fin, la France va faire faillite, fuyons le pays, pas du tout. Moi, je suis un optimiste dans l'âme, je pense qu'on a encore toutes les cartes en main pour redresser la situation budgétaire de notre pays. On est certes en déclin, mais on n'est pas du tout face au mur. Si on le veut et qu'on met en place une politique de bon sens, on peut largement redresser la situation économique de notre pays. L'objectif de cette vidéo, c'était juste d'étudier un scénario probable parmi des milliers, c'est à prendre avec des grandes passettes, pour étayer un petit peu la curiosité générale d'un point de vue de la macroéconomie. Je trouve que c'est des sujets très intéressants, mais c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bons investissements. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que j'ai abordés brièvement dans cette vidéo, que vous souhaiteriez que je traite plus en profondeur, comme par exemple la détention de la dette publique, le fonctionnement de la charge de la dette, le fonctionnement des taux d'intérêt de la Banque centrale, etc. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bons investissements et je vous dis à très bientôt.